Dans cette formation VBA Excel, nous souhaitons aboutir le processus consistant à archiver et valider les commandes des clients. Précédemment, nous avons bâti le code permettant d'alimenter les commandes, mais aussi de retirer des articles à la volée. Désormais, les éléments de la commande doivent être enregistrés pour des raisons de traçabilité notamment. Mais ne l'oublions pas, à chaque achat, les stocks doivent être actualisés en base de données. Enfin, la facture doit être livrée au format PDF et archivée elle aussi. Nous devons donc poursuivre les travaux aboutis jusqu'à ce stade, et c'est pourquoi le classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. En raison de la sécurité qui se déclenche au premier chargement, le code VBA est neutralisé. C'est pourquoi vous devez fermer ce classeur en l'enregistrant, puis le rouvrir. Ensuite, en bas de la fenêtre Excel, nous allons concentrer notre étude pour l'instant sur la feuille facture. Comme vous le savez, la première liste déroulante permet de désigner un client par son identifiant et aussitôt toutes les informations attachées sont rapatriées. La seconde liste déroulante, quant à elle, permet de spécifier tour à tour des articles à ajouter à la commande en cliquant sur le bouton plus comme après avoir précisé la quantité achetée par le client, comme ceci donc pour la démonstration, avec, et nous l'avions ainsi codé, une alternance de couleurs qui permettait d'améliorer la clarté de la facture. En ligne 10, un bouton intitulé Valider a été ajouté. Son code associé doit premièrement mettre à jour les stocks. Il doit ensuite archiver la commande et produire la facture au format PDF. Comme plusieurs traitements doivent s'enchaîner, nous proposons de les dissocier dans des procédures indépendantes. La clarté et la structure du code s'en trouveront bonifiées. Ces appels doivent intervenir dans un ordre précis au clic sur ce bouton Valider. Pour débuter, je vous propose en haut de la fenêtre Excel d'activer le ruban développeur et dans la section contrôle de ce dernier, de cliquer sur le bouton mode création pour activer la conception des contrôles ActiveX placés sur cette feuille comme les boutons. Dès lors, nous pouvons double-cliquer sur le bouton valider afin de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel entre les bornes de la procédure valider clic. Son code doit donc se déclencher au clic sur le bouton valider. Et sans plus attendre, je vous propose que nous réalisions ces appels de procédure indépendantes, mais aussi de réinitialisation suite à validation de la facture dans la mesure où la commande est bien alimentée. Et pour réaliser ce test, rien de plus simple, il suffit de vérifier l'état de la première cellule de cette facture, en l'occurrence B11. Si elle est vide, nous savons que vraisemblablement aucun traitement ne doit être entrepris. C'est pourquoi nous commençons par réaliser un test dans une instruction conditionnelle if sur cette cellule B11 grâce à l'objet range, avec sa propriété value, comme vous le savez, qui permet d'accéder à son contenu, pour savoir s'il n'est pas vide, différent de guillemets. Si tel est le cas, nous pouvons effectivement enclencher les actions. Nous n'oublions pas de borner notre instruction conditionnelle, et comme nous le disions, nous allons appeler une procédure indépendante MageStocks, qui n'existe pas encore, mais que nous allons créer, pour actualiser les quantités en stock en fonction des articles achetés. Dans la foulée, nous allons appeler une procédure que nous nommons archiver, qui n'existe pas encore elle non plus et que nous allons créer, pour pouvoir archiver le détail de la commande du client dans une feuille annexe. Nous allons ensuite réinitialiser les variables publiques. Comme vous le savez, la variable ligne permet de positionner le curseur sur la ligne suivante de la commande pour pouvoir poursuivre son implémentation. Il y a aussi la variable publique couleur que nous utilisons pour réaliser cette alternance que nous allons donc réinitialiser dans son état d'origine, c'est-à-dire sur la valeur booléenne false. Et puis nous allons appeler la procédure nettoyer qui, cette fois, existe déjà. Elle est d'ailleurs appelée au démarrage, à l'ouverture du classeur, pour nettoyer la feuille de la commande, c'est-à-dire pour purger les anciennes potentielles traces. Et puis nous allons réinitialiser le contenu des listes déroulantes, ID pour celle des clients, point value pour indiquer que son contenu doit être remis à vide, égale guillemets. Nous faisons de même pour la liste déroulante des articles qui se nomment ref. Nous l'avions déjà constaté, que nous réinitialisons elle aussi à vide. Et puis tant qu'à faire, la cellule de la quantité, qui est la cellule I7,
est saisie par l'utilisateur, nous allons la purger de son contenu si d'aventure elle en possède un, propriété value de l'objet range que nous réinitialisons, là encore, à vide. Comme rien n'empêche l'utilisateur d'enregistrer le classeur depuis une autre feuille, à l'ouverture, nous allons rendre le focus sur la feuille facture. C'est pourquoi nous exploitons notre objet sheets. Nous désignons en paramètre le nom de la feuille qui nous intéresse, facture en l'occurrence, et nous exploitons la méthode select pour la sélectionner et donc l'activer à l'affichage dès l'ouverture du classeur. Bien entendu, comme nous réalisons par anticipation l'appel de procédures qui n'existent pas encore dans la foulée, nous devons les créer, ce que je vous propose de faire juste en dessous, par les noms que nous avons définis, private sub donc, puisque en l'occurrence ce sont des procédures internes qui les appellent, maj stock pour la première, et comme nous le disions, archivé pour la seconde. Ainsi donc, eh bien, les structures sont prêtes à coder, ce que nous allons faire, bien entendu, dans l'enchaînement. Lorsqu'une commande est validée, toutes les quantités achetées, nous l'avons dit, doivent être soustraites aux quantités en stock pour les articles respectifs. Nous devons donc, dans cette procédure maj stock, engager une double boucle destinée à parcourir en même temps les lignes de la commande et les lignes de la base de données. Lorsqu'une référence de la commande est trouvée dans la base de données, son stock doit aussitôt être mis à jour. C'est pourquoi je vous propose de débuter tout d'abord et fort naturellement par la déclaration de variables. Nous allons commencer par déclarer un booléen que nous nommons continuer. Il va servir de test pour indiquer si le passage en revue des articles de la base de données doit se poursuivre ou non. Pourquoi? Eh bien parce que pour chaque ligne de la commande, dès lors qu'une référence est trouvée et que son stock est mis à jour, il n'est pas nécessaire de poursuivre la lecture sur les autres enregistrements, puisque précisément la référence a été trouvée. Et ainsi, nous optimiserons les ressources de notre application. Nous allons ensuite déclarer une variable que nous nommons la quantité. Elle porte bien son nom comme un entier pour prélever pour chaque article la quantité achetée. Ensuite, nous avons besoin d'une variable qui va nous permettre de parcourir l'ensemble des lignes de la base de données. Nous la nommons la ligne. Elle ne porte donc fort heureusement pas le même nom que la variable publique ligne, sinon il y aurait conflit, comme un entier bien sûr. Nous avons besoin aussi d'effectuer une correspondance sur la référence pour chaque article passé en revue. Donc nous allons prélever cette référence dans une variable que nous nommons la ref. Il s'agit d'un texte, donc nous la typons comme un string. Et enfin, nous avons besoin d'une variable pour parcourir cette fois les lignes de la commande. Donc nous la nommons par exemple comme ligne et nous pouvons la déclarer comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Il est bien rare qu'une commande possède plus de 255 lignes d'achat, puisque 255 est la capacité maximale d'un entier court, donc un byte. Nous pouvons dès lors enclencher notre double boucle en même temps que nous allons parcourir les lignes de la commande. Pour chacune d'entre elles, nous devons parcourir les lignes de la base de données à la recherche de la correspondance sur la référence. En ce qui concerne la commande, eh bien, le tableau est borné. Nous connaissons le point de départ et le point d'arrivée. C'est pourquoi nous pouvons enclencher une boucle for qui débute tout simplement de l'indice comme ligne défini à 11, puisque je vous rappelle que la ligne 11 est le point de départ de la commande à construire, et qui va jusqu'à la variable ligne, qui est notre variable publique, et qui s'est arrêtée sur la dernière ligne de la facture. Comme vous le savez, notre boucle for se borne par l'instruction next suivie de la variable utilisée pour boucler, donc en l'occurrence comme ligne ici. À chaque passage dans cette boucle, nous allons prendre soin de réinitialiser notre variable booléenne continuer à true, puisque nous sommes sur un nouvel article, donc jusqu'à preuve du contraire, nous devons poursuivre l'analyse de la base de données, la recherche de cette nouvelle référence. Et pour cette base de données, nous allons bien indiquer que l'analyse reprend de la première ligne, et cet indice est l'indice 3, puisque la première référence se trouve sur la ligne 3 de la feuille catalogue. Nous en profitons donc pour prélever dans les variables que nous avons déclarées à cet effet et la référence
et la quantité. La référence se trouve à chaque fois sur une ligne différente, mais quoi qu'il en soit dans la commande, en colonne B. Donc nous utilisons bien notre objet range. Nous indiquons la colonne B de façon statique entre double cotes que nous concaténons avec son indice de ligne variable, celui qui est en train d'être parcouru dans la boucle en cours, puisque nous passons en revue tous ces articles commandés, point value, donc pour prélever la référence de l'article en cours à comparer dans la base de données catalogue. Pour ce même article, donc pour cette même ligne, nous allons ensuite, bien entendu, prélever sa quantité puisqu'elle est nécessaire afin d'actualiser les stocks dans la feuille catalogue, donc dans la base de données. Sur la commande, cette information est située en colonne I pour l'indice de ligne en cours, comme ligne, donc l'incrémentation dans une boucle for, comme vous le savez, se fait de manière naturelle. Et donc, pour chaque article pour lesquels nous avons effectivement petite erreur, vous voyez ici que j'ai doublé le symbole égal puisque j'ai réalisé un copier-coller, donc c'est une petite erreur d'inattention. Donc pour chacun de ces articles, à chaque passage dans la boucle, nous devons initier une autre boucle, un briquet, while cette fois-ci, car nous ne connaissons pas les bornes de notre base de données, et nous devons continuer son analyse tant que notre variable booléenne vaut true. En d'autres termes, et nous le verrons par sa réaffectation, tant que nous n'avons pas trouvé la correspondance avec la référence de l'article en cours d'analyse depuis la feuille facture, donc dans la commande. Dans cette boucle imbriquée, dès que la référence est trouvée, nous devons actualiser le stock. Donc, nous devons réaliser un test grâce, une fois encore, à une instruction conditionnelle. Il s'agit de pointer sur la feuille catalogue, autant pour moi, j'ai ripé sur une touche, donc comme nous sommes en train de coder sur la feuille facture et que nous pointons sur une autre feuille, nous devons utiliser notre objet sheets pour lui indiquer en paramètre le nom de la feuille sur laquelle nous souhaitons prélever l'information. En l'occurrence, dans cette base de données, il s'agit de l'information située en colonne 2 pour la ligne en cours repérée par la variable la ligne que nous allons incrémenter à chaque passage. Donc, que nous avons initialisé à 3, je vous le rappelle. Nous pouvons utiliser indifféremment notre objet range, comme nous l'avons fait précédemment pour indiquer la colonne B, l'indice, la ligne, ou encore notre objet cells. Nous allons varier les plaisirs en utilisant notre objet cells. Nous indiquons d'abord l'indice de ligne et ensuite l'indice de colonne. L'indice de ligne est repéré par la variable de boucle la ligne, et l'indice de colonne est fixe. Il s'agit de la colonne B pour la référence dans la feuille catalogue. Nous prélevons son contenu. Est-ce que cette référence est égale à la référence de l'article en cours d'analyse dans la commande, donc que nous avons mémorisé dans la variable laref. Si tel est le cas, nous savons que la correspondance a été trouvée. Donc, non seulement nous pouvons mettre à jour les stocks en colonne 7, vous pourrez regarder sur la feuille catalogue pour le constater, mais nous l'avions déjà évoqué lors des formations précédentes. Cela signifie que nous pointons pour l'indice de ligne en cours sur la colonne 7 pour pouvoir modifier, ajuster sa valeur. Sa valeur devient la valeur qu'elle était jusqu'alors, moins la quantité en cours, c'est-à-dire achetée, pour l'article qui est en cours d'analyse, donc dans la feuille facture. Et dans le même temps, comme je vous le disais, puisque la référence a été trouvée, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la base de données, donc nous basculons notre indicateur booléen à false, si bien que cette boucle while est interrompue, et nous sommes de retour dans la boucle for pour poursuivre l'analyse sur les articles suivants qui ont été achetés, réinitialiser ces variables, refaire la correspondance dans la base de données pour trouver la nouvelle référence, et mettre à jour les stocks, bien entendu. N'oublions pas, néanmoins, et c'est fondamental, que dans la boucle while, nécessairement pour progresser, à chaque passage, nous devons incrémenter notre variable de boucle qui se nomme la ligne, qui donc devient la ligne plus 1, sans quoi, nous resterions toujours sur la même ligne dans une boucle infinie et notre code serait inopérant. Nous allons même en profiter pour ajouter un garde-fou, même si il n'y a pas de raison que cette référence ne soit pas trouvée. Nous l'avons là aussi répété à maintes reprises, mais une fois encore, une sécurité supplémentaire
eh bien, est toujours intéressante pour éviter tout imprévu. Dans la mesure où nous effectuons plus de 1000 passages, sachant que la base de données ne comporte que quelques centaines de lignes, nous considérons qu'une anomalie est avérée, et donc nous souhaitons mettre fin au traitement. Mais une fois encore, cette anomalie ne devrait pas être rencontrée. Je vous propose de basculer après ces premières instructions sur la feuille facture, d'enregistrer le classeur par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, et puis pour faire une simulation complète, de le fermer et de le rouvrir en double-cliquant sur le nom du fichier téléchargé, car je vous rappelle que toutes ces variables sont initialisées au chargement, et pour preuve, vous voyez que la procédure nettoyée s'est bien déclenchée puisqu'elle a bien purgé la commande. Je vous propose donc de refaire tout le processus, à savoir de choisir un identifiant client à facturer, et puis d'ajouter quelques articles. Nous allons repérer le stock en cours pour celui-ci 10, nous allons acheter 2 unités, ça veut dire qu'après validation, ce stock devrait passer à 8. Et puis, pour des repères clairs, je vais prendre la référence suivante. Nous allons prendre une quantité, le stock à 6 devrait donc passer à 5, et je vous propose dans la foulée donc de cliquer sur le bouton valider pour constater effectivement le résultat. Vous constatez que le code s'enclenche à la recherche des correspondances dans la feuille catalogue. À l'issue, la procédure nettoyée comme nous l'avons demandé est effectivement déclenchée. De fait, la facture est bien nettoyée. Si nous resélectionnions notre première référence, souvenez-vous, le stock était à 10. Il est bien passé à 8, donc il a été mis à jour. Et la deuxième, le stock était à 6. Nous avions acheté une unité, il est passé à 5. Donc, nous avons parfaitement réussi à mettre à jour, à actualiser les stocks dans notre base de données. Vous voyez que les autres références, les autres quantités en stock pour les autres références n'ont pas été impactées. La première étape est donc accomplie avec succès, le code VBA est fonctionnel et je vous propose de poursuivre puisqu'il s'agit désormais de stocker toutes les commandes dans une autre feuille du même classeur. Et pour le constater, nous allons cliquer en bas de la fenêtre Excel sur l'onglet Archives pour activer sa feuille. Nous y trouvons les en-têtes d'un tableau vide pour l'instant. C'est ici que nous devons archiver les commandes des clients ligne à ligne, c'est-à-dire à chaque fois une ligne sous l'autre. Sont attendues les informations sur le numéro de commande en colonne B, l'identifiant client en colonne C. Il est important de les repérer puisque nous allons utiliser ces références, le nom du client en colonne D, le montant total en colonne suivante, la colonne E, la date ensuite, et puis le nom du fichier, c'est important, puisque je vous rappelle qu'à l'issue, nous devons produire la facture au format PDF, et bien sûr l'archiver, ça veut dire la stocker sur le disque dur. À l'instar d'une clé primaire de base de données, nous souhaitons que ce numéro de commande soit auto-incrémenté en partant arbitrairement de la valeur 1000, pourquoi pas. Je vous propose par Alt F11 de revenir dans l'éditeur de code VBA Excel, donc entre les bornes de la procédure suivante. Tout d'abord, je vais me replacer sur la procédure validée, qui appelle dans l'ordre, je vous rappelle, la procédure MageStock, puis la procédure archivée, avant d'appeler la procédure nettoyée. Et puis, nous allons donc placer le point d'insertion dans les bornes de la procédure archivée pour débuter son implémentation. Nous avons besoin, une fois encore, d'une variable permettant de passer en revue les lignes de cette feuille archive. Nous allons la nommer ligne, et une fois n'est pas coutume, nous allons la déclarer comme un entier long, donc as long. Nous pouvons imaginer qu'au fil des années, effectivement, les clients se cumulent et que les commandes forcément se cumulent et qu'elles dépassent les 32 000 et quelques, soit la capacité maximale d'un entier integer. Donc, nous prévoyons de la marge. Ensuite, nous avons besoin d'une variable pour stocker, construire et stocker le nom du fichier. Fort logiquement, nous l'appelons nom fichier. Il s'agit d'une information de type texte, donc nous la déclarons comme un string. Nous avons besoin de prélever l'information sur l'identifiant client, puisqu'il faut bien la restituer dans la feuille archive. Donc il s'agit d'un entier, nous la déclarons comme tel, en integer. Nous avons besoin aussi de pouvoir mémoriser le numéro de commande que nous allons incrémenter par rapport au dernier
que nous allons prélever si d'aventure il existe, puisque à ce stade, aucune commande n'a encore été créée, forcément donc, eh bien, notre numcom, comme nous l'avons dit, va partir du nombre 1000, et d'ailleurs, nous passons tout de suite à l'initialisation des variables. Notre tableau d'archives débute à partir de la ligne 2, c'est pourquoi nous initialisions notre variable, la ligne, sur cet indice. Notre variable numcom, comme nous le disions, eh bien nous le fixons à 1000, si d'aventure aucune commande n'existe, et puis, comme vous le savez, l'identifiant client est enregistré dans notre liste déroulante qui se nomme ID. C'est celui qui est sélectionné, donc nous accédons directement à sa valeur par la propriété value de notre liste déroulante. Suite à cela, nous pouvons naturellement enclencher notre boucle parcourant l'ensemble des commandes archivées dans la feuille archive. L'objectif est de pouvoir prélever le dernier numéro de commande pour l'incrémenter et de nous positionner sur la première ligne vide pour poursuivre l'inscription des nouvelles commandes à la suite des autres sans les écraser. Nous enclenchons donc une boucle do while. Comme nous pointons sur une autre feuille, nous exploitons comme nous le faisons usuellement l'objet sheets, nous désignons la feuille par son nom en paramètres entre double cotes, et puis nous allons pointer sur la cellule de la colonne B pour la ligne en cours. Nous pouvons encore une fois exploiter indifféremment notre objet cells ou notre objet range. Ici nous allons exploiter, pourquoi pas, notre objet cells donc pour effectivement la ligne en cours et la colonne B indice 2, propriété value pour savoir si effectivement eh bien, cette information n'est pas vide. Et puis, nous n'oublions pas de borner notre boucle donc. Dans cette boucle, nous devons poursuivre l'analyse du tableau ligne à ligne tant qu'un numéro de commande est trouvé. Et il convient, comme nous l'avons dit, d'incrémenter ce dernier numéro trouvé soit le plus grand. Il est important, étant donné le contexte actuel, de tout d'abord tester si cette information prélevée en colonne B est bien numérique. Si tel est le cas, eh bien nous allons l'incrémenter. Ainsi, lorsque nous arriverons sur le dernier numéro, ce sera bien le bon numéro de commande à emprunter pour la nouvelle inscription. Et dans le cas contraire, nous saurons qu'aucune commande n'existe et donc il faut utiliser notre valeur par défaut qui est déjà initialisée à 1000. C'est pourquoi nous allons utiliser donc une instruction conditionnelle avec la fonction VBAXL isNumérique qui porte très bien son nom. Elle permet de tester si la valeur qui lui est passée en paramètre est bien numérique ou non. Et en l'occurrence ici, l'erreur, vous le savez, c'est que je quitte la ligne qui n'est pas terminée, la syntaxe, pour pouvoir prélever une information existante. Nous souhaitons simplement tester effectivement l'information située en colonne B, donc cells, la ligne, donc pour la ligne en cours et en colonne B, qui est celle du numéro de commande. Donc, if isNumérique, effectivement, de cette information, n'oublions pas de fermer aussi la parenthèse de notre expression, donc du if, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, comme nous le disions, nous allons incrémenter notre numéro de commande. Donc, il s'agit de la variable numcom qui est prévue pour l'archiver, pour le stocker. Donc numcom va tout simplement devenir la valeur, alors je n'aurais pas dû copier cette instruction, la valeur du numéro de commande que nous venons de prélever, c'est-à-dire le dernier vraisemblablement, jusqu'à preuve du contraire, que nous incrémentons. Et dans cette boucle do while, nécessairement pour poursuivre l'analyse sur les lignes du dessous, comme nous le faisons à chaque fois, nous devons bien sûr incrémenter notre variable de boucle, la ligne, égale la ligne plus 1, et nous allons en profiter bien sûr pour ajouter un garde-fou souvent nécessaire, comme nous l'avons fait précédemment, et cette fois-ci nous allons simplement modifier la borne pour indiquer que si nous réalisons plus de 10 000 traitements, alors nous sommes dans une boucle do while, le critère qui est utilisé n'est pas une variable booléenne, nous allons simplement mettre fin au traitement de cette boucle par l'instruction exit do. Donc, une fois le traitement de la boucle terminé, nous sommes censés connaître le nouveau numéro de commande, puisque nous avons poursuivi l'analyse jusqu'à la fin de la base de données. Donc ce dernier numéro a été incrémenté. Comme nous connaissons toutes les autres informations,
nous devons procéder à leur inscription. C'est pourquoi, sous la boucle, donc juste après le loop, nous allons ajouter de nouvelles instructions en commençant par la construction du nom de fichier, puisqu'il faut bien le prévoir, et ce nom de fichier doit nécessairement être unique. Mais nous pouvons le construire à l'aide des identifiants. Tout d'abord, l'identifiant client, qui ne suffira pas, bien entendu, pour pouvoir désigner une commande précise, sachant qu'un client peut passer plusieurs commandes. Donc nous allons concaténer cette information de l'identifiant client avec le numéro de commande, qui lui est nécessairement unique puisqu'il est auto-incrémenté. Donc cette concaténation conduira bien à un nom de fichier unique que nous n'oublions pas de concaténer avec l'extension de fichier soit .pdf, puisque c'est bien le résultat que nous souhaitons obtenir à l'issue. Ensuite, dans cette feuille archive pour la ligne en cours, c'est-à-dire la première cellule vide décelée suite au traitement de cette boucle do while qui les a parcourus tout en incrémentant cette variable de ligne, et bien sur cette nouvelle ligne, donc pour la variable, la ligne et pour chacune des colonnes, nous allons procéder à l'inscription grâce à la propriété value pour l'affectation. Dans la première colonne, c'est-à-dire la colonne B, nous allons inscrire le numéro de commande, normalement auto-incrémenté. Dans la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne 3, nous l'avons constaté tout à l'heure lors de la présentation, nous devons y inscrire l'identifiant client que nous avons mémorisé dans la variable l'id. Dans la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne 4, nous devons inscrire l'information qui est contenue dans la cellule B7 de notre feuille en cours, c'est-à-dire de notre feuille facture. En l'occurrence, il s'agit du nom du client. Donc, et puis, dans la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne 5, je vous le rappelle, nous devons inscrire le montant total de la commande qui est repéré à l'indice ligne plus 1, ligne étant notre variable publique. Ce sont toutes des notions que nous avons rappelées au cours des volets précédents pour la construction de cette application, en colonne J de la feuille facture, que nous concaténons donc effectivement avec l'indice public mémorisé, ligne plus 1, comme toujours propriété value, pour accéder à son contenu. Alors autant pour moi, vous voyez, je veux aller trop vite et j'avais inséré 2 caractères de concaténation. Pour la colonne suivante, la 6, il s'agit de l'information sur la date qui nous est retournée très simplement par la fonction VBA Excel now, maintenant. Et puis pour la dernière colonne, il s'agit donc en colonne 7 d'y inscrire le nom du fichier afin que nous puissions tout simplement y accéder rapidement si d'aventure nous souhaitions l'éditer de nouveau, mémorisé sous le nom de variable non fichier. Suite à cela, eh bien, nous aurons donc premièrement actualiser les stocks, ensuite archiver la commande du client, mais nous ne sommes pas encore occupés de construire la facture. C'est pourquoi je vous propose de réaliser un appel d'une procédure que nous allons nommer faire facture, donc qui n'existe pas encore, et qui, pour procéder, a besoin de 2 informations, le numéro de commande et le nom du fichier pour pouvoir archiver justement cette facture PDF. C'est pourquoi, avant de réaliser une simulation, nous devons premièrement construire cette procédure puisqu'elle est appelée. Et en l'absence de sa création, la génération, l'exécution conduirait à une erreur. Donc je vous propose tout simplement de créer effectivement cette procédure en respectant sa signature puisqu'elle attend 2 paramètres, donc entre ces parenthèses, le numéro de commande qui est un entier long, tel que nous l'avions déclaré donc, et puis ensuite le nom du fichier, qui est une information textuelle, et donc forcément nous typons les arguments en fonction du type de données qu'ils renferment au moment où ils sont passés à la procédure. Nous pouvons donc enregistrer les modifications. Je vous invite à revenir ensuite sur la feuille facture de notre classeur et puis de réaliser encore une simulation en choisissant bien entendu premièrement un identifiant client puisque dans les développements précédents, en l'absence d'un client forcément, la commande n'a pas l'autorisation d'être construite. Nous allons ensuite tour à tour ajouter quelques articles avec
quelques quantités. Il n'est pas nécessaire d'en ajouter trop pour une bonne et simple raison, eh bien c'est que pour l'instant nous ne produisons pas l'édition au format PDF, donc il n'y aura pas de rendu saisissant, dirons-nous. Nous souhaitons simplement voir si nous sommes en mesure d'archiver notre commande. Vous voyez que là le stock devrait passer à 0 pour la référence 5002 GLM38, ce que nous pourrons vérifier dans l'enchaînement. Donc, et si nous cliquons sur le bouton valider, donc le processus prend effet, la facture est correctement nettoyée. Si nous activons la feuille archive, comme vous pouvez le voir, les informations de la commande ont parfaitement été stockées. En l'absence de commande précédente, comme nous le disions, le numéro a bien été initialisé à 1000. Le montant total a bien été importé, la date du jour a été greffée et le nom du fichier a été construit sur l'identifiant client et le numéro de commande. Et c'est ce dernier point que nous devons désormais aboutir, soit la construction et la mise en page de la facture. Qu'en est-il de notre stock à 0? Vous voyez, vraisemblablement c'est bien celui-ci, le 5002 GLM38, donc encore une fois, l'actualisation des stocks a parfaitement fonctionné. Notre code est tout à fait productif pour l'instant. Pour bâtir cette facture sous le nom de fichier défini, nous proposons tout d'abord de la reconstruire sur une feuille servant d'étalon. C'est pourquoi, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Reflet pour activer sa feuille. Et vous voyez qu'il y a effectivement un modèle, un étalon, donc, qui est présent. Les informations du client doivent être intégrées dans le cadre en haut à droite de la commande. Il est placé donc entre les colonnes H et J. Le numéro et la date de commande doivent être inscrites en cellules respectives, D7 et J7. Le détail de la commande doit être quant à lui énuméré à partir de la cellule B11. Avant de nous atteler au code VBA, quelques réglages de mise en page sont nécessaires. Ils seront ainsi définis pour toutes les factures à éditer. Il s'agit de modifier premièrement l'orientation du papier, mais aussi de centrer le rendu sur la largeur de la page. Nous définirons ensuite la zone d'impression par le code VBA. Donc, je vous propose tout d'abord, en haut de la fenêtre Excel, d'activer le ruban mise en page, et puis, dans la section mise en page, de cliquer sur le bouton orientation et de choisir paysage, donc, pour effectivement modifier l'orientation du papier plus large que haut. Dans la foulée, nous allons cliquer sur le petit bouton d'option en bas de la section mise en page de ce ruban. Dans la boîte de dialogue qui intervient, nous activons son onglet marge et dans la section centrée sur la page, nous cochons la case horizontalement. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour valider ces réglages de mise en page. Et dans la foulée, nous allons donc, par Alt F11 par exemple, basculer dans l'éditeur de code VBA Excel pour poursuivre en plaçant le point d'insertion donc dans les bornes de notre procédure faire facture. Il s'agit tout d'abord de purger les informations du modèle. Donc nous allons pointer sur notre feuille reflet. Encore une fois, notre objet Sheets est nécessaire. Et il s'agit tout d'abord de purger les informations du cadre situé en colonne H fusionnée entre les lignes 2 et 4. Nous l'avons constaté, donc nous spécifions la plage de cellules de manière statique, donc en paramètre .value égale guillemets. Ici, nous ne réaffectons que le contenu et pas les formats que nous conservons, c'est-à-dire la couleur de fond, éventuellement les attributs de police, mais aussi les bordures. En revanche, pour toutes les lignes de la commande, nous souhaitons tout supprimer, y compris les attributs. Donc nous allons pointer bien sûr sur notre feuille reflet de nouveau, pas pour les mêmes références. Il s'agit de la plage qui commence à partir de la cellule B11, première ligne de la facture, et qui peut s'étendre sur un nombre de lignes indéfini. Tout dépend du nombre d'articles qui a été acheté par le client pour prévoir très large et arbitrairement, car ça ne va pas ralentir le traitement, jusqu'à T1000. Et nous allons utiliser sur cet objet de type range la méthode clear qui permet en même temps d'effacer le contenu, mais aussi les formats. Ensuite, il convient de récupérer toutes les lignes de la commande de la feuille facture qui n'est pas
nécessaire de préfixer de l'objet sheets puisque nous sommes en train de coder sur cette dernière. Je vous rappelle que nous pouvons la désigner très simplement grâce à l'objet range, sachant que la première ligne de la commande est bien débute à partir de la cellule B11 et qu'elle s'étend jusque en colonne J pour un indice de ligne dynamique repéré par notre variable publique ligne, donc ligne plus 2. Pourquoi? Eh bien parce que l'indice ligne repère la ligne du dernier article, mais 2 lignes plus bas, il y a le résultat de synthèse sur le montant total de la commande, donc jusqu'à l'indice de ligne plus 2. Tout cela, cette plage, nous la copions par la méthode copy, nous prélevons donc le contenu et les formats. Nous devons revenir pour les besoins de l'opération sur notre feuille reflet, qu'il s'agit dans un premier temps d'activer, puisque nous allons répliquer ces formats, et plus précisément, sur cette feuille reflet, c'est la première cellule de la commande à répliquer que nous devons activer, donc nous pointons dessus et nous utilisons de nouveau la méthode activate. Ensuite, eh bien, nous allons utiliser la méthode paste de l'objet VBA active sheet. Cette méthode permet de coller tout ce qui est dans le presse-papier, donc ce que nous avons précédemment copié, mais sans se soucier des attributs de format de la source par rapport à la destination. Il s'agit donc maintenant de répliquer ces attributs pour une mise en forme cohérente. Une macro automatique Excel fournit ce code et nous proposons de le prélever pour le répliquer. Dans les sources qui sont proposées au téléchargement, vous découvrirez un fichier texte qui est nommé code source. Il y a 2 portions de code indépendantes. La première concerne ce collage spécial que je vous propose donc de copier tout simplement, et puis que nous allons coller à la suite. Pourquoi je vous propose cette méthode? Eh bien tout simplement parce que comme je ne connaissais pas précisément les instructions qu'il me semblait beaucoup plus simple finalement de demander une macro Excel automatique de me fournir le code, je l'ai moi-même prélevé, donc je propose de reproduire exactement cette méthode dans cette formation. À ce stade, la commande a donc été répliquée avec sa mise en forme. Nous devons désormais inscrire les informations du client et de la commande dans les cellules prévues à cet effet. Donc il y a les cellules H2, H3 pour les informations du client, et puis il y a D7 et J7 pour le numéro de commande et la date. Donc bien sûr, nous pointons de nouveau sur notre feuille reflet, après cette mise en forme, ou plutôt cette réplication de la commande. Nous pointons tout d'abord sur notre cellule H2, pour pouvoir y inscrire, comme nous le disions, eh bien, le nom et le prénom du client, donc point value, bien sûr, pour accéder à son contenu et l'affecter. Eh bien, ces informations du nom et du prénom sont respectivement inscrites en B7 et D7 de la feuille facture, une fois encore qu'il n'est pas nécessaire de préfixer de l'objet sheets puisque nous codons dessus, range B7.value, que nous concaténons avec un espace pour séparer le prénom du nom, que nous concaténons avec l'autre information donc qui est située en cellule D7.value, cela va de soi pour prélever son contenu comme nous le faisons à chaque fois donc. Ensuite, en cellule suivante, c'est-à-dire juste en dessous, ce sont les coordonnées postales, même si elles sont incomplètes dans cet exemple, c'est vraiment, on va dire, la technique qui nous intéresse. Donc en H3, nous allons prélever sur la feuille facture ces informations qui sont respectivement placées en cellule D5, que nous concaténons un espace pour pouvoir les séparer, avec l'information située en cellule E5. Ensuite, en cellule D7, nous disions, il s'agit du numéro de commande, bien qui a été transmis dans les paramètres de cette fonction, connue sous le nom de variable numcom. Donc nous pointons tout d'abord sur la bonne cellule de cette feuille reflet, nous devons y inscrire notre numéro de commande, et au fur et à mesure, notre facture apparaîtra en bonne et due forme, et nous pourrons procéder à son édition PDF, mais aussi à son archivage. Ensuite, comme nous le disions, en J7, nous devons inscrire la date de commande. C'est une fonctionnalité, une fonction automatique grâce à la fonction VBA, NAO donc, ce qui permettra d'empêcher d'antidater ces factures par la même occasion. Pour parachever la conception
il convient de définir une zone d'impression bornée sur les limites de la commande. Ainsi, le rendu sera parfaitement calibré pour la sortie PDF. Et cette exportation doit être conclue dans l'enchaînement. Dans les deux cas, c'est encore une macro VBA qui livre le code spécifique. Je vous propose donc de tout simplement revenir dans le fichier code source txt que j'avais d'ailleurs conservé ouvert, et puis nous allons prélever ce bout de code édité PDF que nous allons coller à la suite de nos instructions, mais pour être sûr avant tout que nous soyons bien au bon endroit, eh bien nous allons prendre soin tout de même de réactiver notre feuille reflet avant toute chose. Donc nous avons néanmoins, par rapport à cette macro automatique, nécessairement, nous avions réalisé la simulation sur une plage de cellules fixes. Nous avons adapté les informations comme vous pouvez le voir. En l'occurrence, ici, grâce à notre objet, notre propriété Page Setup Print Area, nous définissons la zone d'impression sur la feuille en cours, en l'occurrence sur la feuille reflet. En partant donc de la première cellule, le cadre de gauche, jusqu'à la dernière cellule et la dernière ligne, toujours représentée par notre variable publique ligne, car en l'occurrence nous avons gardé exactement les mêmes indices pour la feuille facture et la feuille reflet. Nous procédons ensuite à l'exportation de cette feuille calibrée avec cette zone d'impression au format PDF sous un nom de fichier bien défini, en local ici, c'est-à-dire le répertoire local du classeur, grâce à la propriété path de l'objet DesWorkbook qui renvoie le chemin local, mais que nous concaténons à un sous-dossier archive que nous allons devoir créer, sinon l'exécution va planter, pour le concaténer enfin avec le nom du fichier lui-même. C'est pourquoi je vous propose à la racine du dossier, donc du classeur, de cliquer droit pour créer un nouveau dossier que nous allons nommer archive pour pouvoir recevoir, réceptionner ces exportations donc de ces factures PDF. Puis, nous revenons sur notre feuille facture. Je vous propose bien entendu d'enregistrer les modifications, de faire une simulation complète en choisissant un nouvel identifiant client. Et puis nous allons choisir tour à tour des articles à ajouter à la facture avec des quantités associées, donc pour la première, et puis pour la suivante. Notez que à chaque fois qu'une référence est désignée, le focus est directement et automatiquement donné à la cellule de la quantité, si bien qu'il n'est pas nécessaire de la sélectionner. Nous pouvons directement renseigner cette valeur numérique. Je vais me permettre d'ajouter un dernier article, une unité achetée par exemple, et nous allons ensuite cliquer sur le bouton valider pour réaliser la simulation jusqu'au bout. Vous notez que instantanément la facture est livrée en bonne et due forme, avec un rendu professionnel, son numéro de facture auto-incrémenté vraisemblablement donc archivé préalablement avec la date de la facture, les informations du client, le détail de la commande et le total, c'est-à-dire le résultat de synthèse qui est parfaitement restitué. Qu'en est-il si nous ouvrons notre sous-dossier archive? Vous voyez que cette facture est bien présente, il n'est pas nécessaire de la rouvrir puisque la précédente, c'est-à-dire elle-même, sa copie était déjà ouverte, mais vous voyez que nous avons parfaitement réussi à l'archiver. Et donc, si nous revenons sur notre feuille facture, si nous consultons les stocks une fois encore, nous pouvons confirmer qu'ils ont été actualisés. Si nous basculons sur notre feuille archive, nous constatons que cette nouvelle commande a parfaitement été stockée sur la ligne du dessous avec un numéro auto-incrémenté, un nom de fichier unique. La feuille reflet en atteste, elle garde les traces de l'ancienne commande, mais comme toutes les variables publiques ont bien été réinitialisées et que la feuille facture a été purgée dans l'enchaînement, l'opérateur peut naturellement procéder à la facturation d'un nouveau client qui se présente en caisse, par exemple. Donc voilà pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.